Je m'appelle Denis Simon, je suis professeur à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, École de droit de la Sorbonne. Je dirige le M2 droit économique de l'Union européenne, qui est un M2 professionnel qui est en train de devenir un différencié à la fois M2 recherche et professionnel. J'ai dirigé pendant 5 ans l'école doctorale de droit international et européen et je suis maintenant directeur adjoint seulement de cette belle institution. Il y a une coïncidence historique, je suis né un tout petit peu avant de la signature du traité CECA. J'avais 4 ans quand j'ai subi le vote de la question préalable à l'Assemblée nationale qui a mis un terme à la communauté européenne de défense. Je m'en souviens, c'était un 30 août, j'avais 4 ans. Et ensuite, c'est vrai que la construction européenne m'a toujours passionné, alors pour 2 raisons essentielles. Un, parce que politiquement, c'était surtout à l'époque la paix en Europe, que c'était une construction enfin entre États souverains qui cherchaient à se mettre ensemble pour poursuivre des objectifs communs et atteindre ensuite des valeurs communes. Et puis que la construction européenne et son droit ont un intérêt particulier parce que c'est une construction qui s'est faite par le droit, très largement par le droit, et que ça remettait en cause le schéma de découpage disciplinaire qui nous était infligé dans les études juridiques et qui continue en partie à l'être, en obligeant à combiner les différentes méthodes d'approche des différentes disciplines juridiques. Dans ses débuts, l'Union européenne, la communauté comme on disait à l'époque, était davantage conçue comme une organisation internationale, ce qui fait que je suis arrivé au droit de l'Union européenne par le droit international, en commençant une thèse sur une des autres préoccupations de ma carrière universitaire, qui est le processus interprétatif. Donc j'ai voulu travailler sur l'interprétation juridictionnelle des juridictions internationales et des juridictions européennes, qu'il s'agisse de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de justice de la communauté européenne. Et cette confrontation était intéressante parce qu'elle permet de montrer qu'avec une base internationaliste, la spécificité du droit de l'Union s'est progressivement affirmée. Et je dois dire que je la ressens beaucoup plus comme une tendance profonde de la construction européenne que comme le slogan ou le label affiché ensuite dans le discours doctrinal sur l'affirmation réitérée de la spécificité, où un certain nombre de juristes, comme disait le général de Gaulle, sautent comme des cabris en disant non pas l'Europe, 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 mais spécificité, spécificité, spécificité. Et je crois que c'est intéressant de mettre du contenu dans la spécificité. C'était déjà la préoccupation que j'avais pendant ma thèse, et la suite a continué dans cette réflexion sur en quoi la construction européenne a un particularisme par rapport au modèle international ou au modèle interne, et en quoi ça oblige les juristes à réfléchir sur la construction même des systèmes juridiques. Il y a une continuité entre les marottes scientifiques passées et la marotte actuelle, au moins pour l'une d'entre elles. Quand on travaille sur l'interprétation, on s'aperçoit que le droit est un langage, que c'est un langage un petit peu particulier, et quand on a pris conscience de ce caractère linguistique de la norme juridique, qui n'est jamais qu'un énoncé linguistique, même s'il a ses caractères propres, on ne peut pas s'en défaire. Donc on examine ensuite un objet de recherche, qui est l'Union européenne essentiellement, mais aussi dans ses rapports avec les organisations internationales, avec le droit international ou avec le droit interne. J'ai toujours voulu garder cette multi-appartenance disciplinaire pour ne pas devenir l'hyper-spécialiste d'une question pointue de droit de l'Union, mais d'essayer à chaque fois de remettre dans un contexte. Et cette démarche a fait que j'ai toujours abordé le droit de l'Union à travers des mécanismes, disons, d'interprétation et très largement liés au rôle du juge. Alors après, on aboutit nécessairement à des questions théoriques comme les rapports entre les dicteurs de la norme, le jurislateur, comme disait Michel Tropper, et le juge. Donc ça fait réfléchir à la fonction juridictionnelle, ça fait réfléchir au pouvoir d'édicter la norme,
au fait que le juge est souvent co-créateur de la norme juridique, et ensuite de s'interroger sur les techniques inspirées de ce que font nos collègues linguistes, nos collègues philosophes, sur la réflexion de la construction même du droit. Et ça reste une constante, puisque vous parliez de marotte, ça reste une marotte constante qui me conduit dans la période récente à avoir surtout envie, après avoir probablement travaillé beaucoup sur la technique, de revenir à la théorie et d'écrire peut-être un livre sur précisément l'interprétation juridique, l'herméneutique juridique, le rôle et la fonction du juge. Ça conduit aussi à se heurter à des problèmes plus précis, mais qui se rattachent à la même thématique, comme les questions liées au rapport entre le temps et le droit. C'est peut-être le phénomène de l'âge qui fait qu'on a un rapport différent au temps, mais plus je fais de la recherche, plus je me dis un des vrais problèmes compliqués du droit, c'est pas tellement son application territoriale, spatiale, c'est déjà difficile mais ça se résout, c'est presque davantage son insertion dans la chronologie, son insertion dans le temps, son insertion à la fois par le temps précédent, c'est-à-dire la genèse historique de la norme, et puis le temps futur, puisque une règle de droit, c'est comme la musique, c'est pas un élément isolé, sinon ça s'appelle un son. Pour que ça fasse de la musique, il faut qu'il y ait des sons enchevêtrés et successifs, et la musique, par définition, elle ne se comprend que dans le temps, elle ne peut jamais être instantanée. Je crois que le droit, de la même manière, il ne peut jamais être instantané. Il a toujours un passé et il a toujours vocation à s'appliquer dans le futur. Et c'est peut-être son présent qui est le plus difficile à définir parce que précisément ce présent n'existe pas, sauf sous la forme d'énoncés linguistiques qui n'a de sens que s'il est destiné à produire des effets dans l'avenir. Donc ça, c'est une deuxième perspective qui m'intéresse, comme aussi la distinction entre la généralité et le particulier, entre le ponctuel et le général, ce qui fait que je me suis par exemple beaucoup intéressé à la construction des principes généraux du droit, notamment autour des droits fondamentaux, mais pas seulement, parce que c'est partir d'une multiplicité de règles techniques ponctuelles pour essayer une fois encore de remonter à ce qui peut faire leur cohérence et qui devient une source du droit, même si c'est du droit non écrit, qui est inventé dans les deux sens du mot inventé comme une invention et inventé comme un trésor qu'on découvre dans son jardin par le juge, mais qui renvoie au fond commun de valeurs d'un système juridique, que ce soit un système juridique national ou un système juridique tel que l'ordre international ou un système juridique tel que l'ordre des organisations de superposition comme l'Union européenne.